Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès arrive en tête des élections législatives. Selon les résultats provisoires délivrés par la CENI, le parti au pouvoir a obtenu 56 sièges sur 127. La majorité législative étant fixée à 64 sièges. Le président réélu, Roch-Marc Christian Kaboré, devra donc renforcer ses alliances politiques. Une industrie automobile davantage réglementée au Zimbabwe. Le gouvernement a interdit l'importation de véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Une démarche destinée non seulement à tonifier le secteur, mais aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, décès de l'ancien international sénégalais de football, Papa Bouba Diop. L'icône des Lions de la Teranga s'est éteint à l'âge de 42 ans. Les détails à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, c'est tout d'abord un vent de soulagement pour les acteurs issus du secteur aérien en Algérie. À l'issue d'un conseil interministériel organisé ce dimanche 29 novembre, le gouvernement a donné son aval pour une reprise des vols domestiques fixée au 6 décembre prochain. Une décision qui découle d'un communiqué conjoint de l'Union générale des travailleurs algériens et du syndicat des pilotes de ligne algériens. Un communiqué dans lequel les deux syndicats expliquaient que le contexte, je cite, est extrêmement préjudiciable pour Air Algérie avec un manque à gagner considérable sur le court et le long terme. Si pour le moment la reprise des vols internationaux n'a quant à elle pas été annoncée, le PDG de la compagnie nationale a indiqué que cette reprise se fera très prochainement. Au Burkina Faso, les résultats provisoires des élections législatives du 22 novembre dernier sont désormais connus. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le mouvement du peuple pour le progrès a obtenu 56 sièges sur 127. Si le parti du président réélu, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé en tête de ce scrutin, il n'a pas obtenu la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 64 sièges. Un résultat qui contraint donc le chef de l'État a fortifié ses alliances politiques. L'analyse de Nathalie Mo. Le parti au pouvoir au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, n'a pas remporté la majorité parlementaire selon les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante le 28 novembre 2020. Le parti présidentiel a remporté 56 sièges sur les 127 que compte l'Assemblée nationale burkinabé. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a besoin d'un appui législatif, une majorité législative essentielle pour engager des réformes institutionnelles et constitutionnelles, notamment au plan sécuritaire. Si cette majorité n'est pas acquise, il est évident que nous risquons d'avoir une cohabitation politique. Les résultats des législatives au Burkina Faso montrent un retour en force du Congrès pour la démocratie et le progrès qui remporte 20 sièges. La formation politique de Zéphirin Diabré, l'Union pour le progrès et le changement, principale force de l'opposition, arrive troisième avec 12 sièges, dévancé par le parti de la majorité présidentielle, le Nouveau Temps pour la démocratie, 13 sièges. Il faut noter que le camp présidentiel et ses alliés ont remporté au total 73 sièges à l'Assemblée nationale. Et dans cette conspiration politique, il n'est pas exclu que Zéphirin Diabré, l'ex-opposition traditionnelle, puisse rallier la majorité présidentielle. Parce qu'il serait évident que la cohabitation dans cette opposition entre le CDP, qui Zéphirin Diabré a fortement critiqué pendant tout le mandat de Blaise Compaoré, puisse alors être très aisée. Donc, attendons pour voir. Les mois prochains nous diront réellement. 15 partis politiques auront un représentant à l'Assemblée nationale pour la législature 2020-2025 dans le pays. Pour l'élection législative du 22 novembre 2020, la CENI a révélé que le taux de participation a été de 50,70%. Le Zimbabwe entend développer davantage son industrie automobile. Le gouvernement a ainsi décidé d'interdire l'importation de véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Une démarche qui répond également à un défi écologique. Le pays ambitionne en effet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Marie-Raphaël Antolo.
Le Zimbabwe a interdit l'importation de véhicules d'occasion de plus de 10 ans alors que le pays entreprend de revitaliser son industrie automobile. Lors de la présentation du budget national 2021 au Parlement le 26 novembre 2020, le ministre des Finances du cabinet zimbabwéen, Mthuli Ncube, a déclaré qu'environ 1,3 milliard de dollars avaient été dépensés pour l'importation d'autobus et de véhicules utilitaires légers malgré la capacité de l'industrie automobile locale à assembler la gamme de véhicules à moteur susmentionné. Il faut noter que l'évaluation de la capacité du Zimbabwe à produire localement les véhicules intègre plusieurs paramètres déterminants. Il s'agit tout d'abord de la technologie. Il s'agit également de la capacité du Zimbabwe à avoir de la main-d'œuvre qualifiée en matière formative productive, des produits à haute intensité de technologie, et également de l'intégration du Zimbabwe dans des chaînes de valeur de production des véhicules. D'après certaines informations, les véhicules commerciaux tels que les tracteurs, les camions de transport, les engins de terrassement et autres véhicules spécialisés utilisés dans les mines et la construction seront exemptés de la nouvelle exigence. En réalité, plus nous faisons des importateurs des produits d'ailleurs, plus nous payons cher, plus notre économie est dépendante, plus elle est extravertie et plus la valeur de nos importations s'accroît alors qu'on constatera une atonie de la valeur de nos exportations. Et dans ce cas, on va essuyer ce qu'on appelle communément l'inégalité des termes de l'échange. Et l'inégalité des termes de l'échange ne peut que s'inscrire dans le cadre de faire baisser notre croissance, de faire baisser nos recettes d'exportation, de faire baisser également notre PIB. Donc il va de soi que en arrêtant d'importer des produits, notamment les véhicules d'occasion, cela va permettre d'accroître les recettes du Zimbabwe. Rappelons que le ministre des Finances Ncube a annoncé au début du mois de novembre que le Zimbabwe commencera bientôt à fabriquer localement des bus pour le système de transport public de masse dans le cadre des efforts du gouvernement pour relancer l'industrie automobile, autrefois dynamique du pays, mais aussi réduire la facture d'importation. Dans l'actualité également, le coronavirus aura au moins eu un avantage pour l'industrie du textile en Afrique du Sud. Alors que les entreprises sud-africaines s'approvisionnent habituellement auprès du marché chinois, les chaînes d'approvisionnement ont été quelque peu bouleversées en raison de la crise sanitaire. Un bouleversement qui a profité au secteur du textile local. L'industrie représente environ 1,7% du PIB national. À noter qu'en 2019, les entreprises se sont engagées à renforcer la filière en signant un plan de relance. C'est la forme de médecine la plus populaire auprès des Ivoiriens. La médecine traditionnelle à base de plantes serait prisée par 90% de la population selon certains experts. Preuve de son succès, le pays en compterait plus de 6000 praticiens. Mais cette forme de médecine doit davantage être valorisée. Reportage de notre correspondant Oliva Jacoton. Considérée comme le deuxième pilier du système sanitaire de la Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle serait utilisée par 90% de la population d'après les praticiens de ce secteur. Par exemple, à Daloa dans le centre-ouest, ce cabinet reçoit une vingtaine de patients par semaine. Une médecine qui est le premier recours pour les uns et le dernier pour les autres. D'Abidjan, j'ai attendu qu'il y ait un docteur ici pour soigner mes maladies de tension. J'ai dit j'allais venir me présenter à lui. Dieu merci aussi, je suis venu. Il a pris le médicament avant-hier. Donc il a commencé avant-hier nuit. Vraiment, quand moi je suis me levé hier matin, je vois que ça va. En 2020, la Côte d'Ivoire compte 6837 praticiens de médecine traditionnelle selon les acteurs du secteur. Recensement, formation, stage, sensibilisation pour assainir un secteur resté souvent dans l'informel sont les actions que mène le programme national de la promotion de la médecine traditionnelle. Des actions toujours insuffisantes pour les acteurs du domaine. L'aide qu'on veut, que ça soit financière, technique, parce que nous les praticiens on vole de nos prosèles. Et le ministère de la Santé ne se penche pas trop sur les praticiens. Il faut que vraiment il se penche un peu plus pour que vraiment on collabore même surtout avec les médecins.
Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une cinquantaine de praticiens de médecine traditionnelle ont été sélectionnés par les autorités ivoiriennes pour proposer des solutions médicales endogènes. Et toujours en Côte d'Ivoire, nous partons à présent à la rencontre d'une femme d'affaires hors pair. Analphabète, Irielou Colette a fondé en 2002 la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Sa vision, son leadership et ses ambitions ont favorisé l'insertion de nombreuses femmes dans l'agriculture à travers de multiples coopératives. Plus de détails dans ce reportage de Alain Canon. Femme d'affaires ivoirienne, Irielou Colette, née en 1956, mariée et mère de 2 enfants, un garçon et une fille, et de nombreux filleuls. Celle qui n'a jamais mis les pieds à l'école a, dès son bas âge, connu le travail de la terre auprès de ses parents paysans. Avec abnégation et rigueur, Irielou Colette a fondé en 2002 la FENASCOVICI, Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, représentée dans les 33 régions que compte le pays. Mon papa, il a fait 8 filles, un seul garçon parmi nous. Moi, je suis la 5e. Comme le papa, il n'a pas beaucoup de garçons pour l'aider à travailler. Bon, moi, je me suis dit que je vais être garçon pour mon papa. Et on faisait les buts d'igname, on fait le riz et tout ça au village. Grâce à Irielou Colette, femme d'affaires à la tête de plus de 36 000 membres que compte sa fédération, la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire en denrées alimentaires et produits vivriers. Ce que nous produisons ici, ça va dans tous les pays de l'Afrique pour manger. Même en France, notre attiqué que nous fabriquons ici, ça y est dans le marché mondial aujourd'hui. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire sera le premier pays à nourrir le monde, à travers les femmes qui se sont engagées. La mission de Irielou Colette est de contribuer à la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire par la mise sur le marché des produits vivriers de bonne qualité. Pour atteindre ces objectifs, la FENASCOVICI continue de produire, commercialiser et faire la promotion des produits vivriers de Côte d'Ivoire. Le Sénégal pleure son ancienne icône du football. L'international Papa Bouba Diop est décédé ce 29 novembre à l'âge de 42 ans, un décès causé par la maladie de Charcot. L'ancien joueur des Lions de la Teranga avait notamment évolué au sein de plusieurs clubs européens, dont le Racing Club de Lens ou encore le Fulham. Philomentine. La légende du football sénégalais Papa Bouba Diop est décédé ce dimanche 29 novembre 2020 en France à l'âge de 42 ans. Il était membre de l'équipe nationale du Sénégal qui avait atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 au Mali, avant de se hisser la même année en quart de finale de la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon. Papa Bouba Diop était également ancien joueur de Lens, club de football français. C'est une immense émotion qui a saisi le Sénégal à la lumière de ce qu'a été la carrière de footballeur de Papa Bouba Diop. Puis à l'annonce de son décès du président de la République au Sénégalais lambda, amoureux du ballon rond, tout le monde a été profondément ému. Quoi qu'il en soit, Papa Bouba Diop a marqué l'histoire du football sénégalais à travers les buts qu'il a marqués à la Coupe du Monde, à travers sa carrière. Parce que les gens, il ne faut pas oublier de le dire, Papa Bouba Diop a commencé sa carrière au Sénégal. Il a appris le football au Sénégal jusqu'à jouer au très haut niveau. C'était au Jaraaf de Dakar. Ensuite, il est passé en Suisse, en France, en Angleterre, en Grèce, ainsi de suite. Papa Bouba Diop a inscrit 11 buts avec l'équipe nationale du Sénégal en 63 sélections entre 2001 et 2008. Il a fait une bonne partie de sa carrière professionnelle en Angleterre. Donc c'est un immense footballeur, mais qui passait inaperçu, un taiseux qui ne parlait pas beaucoup. Bon, à la fin de sa carrière, on ne le voyait pratiquement pas parce qu'il s'occupait de ses propres affaires. Donc le Sénégal a perdu une immense personne. Et oui, comme les grandes personnalités de ce pays-là, il mérite de la nation et des hommages. Oui, un deuil national lui irait bien. Papa Bouba Diop a eu une renommée internationale en tant que premier buteur de la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, consacrant la victoire du Sénégal face à la France. Le numéro 19 est terminé meilleur buteur des Lions du Sénégal au Mondial 2002 avec 3 réalisations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.